Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc voilà, pour assurer cette conférence, j'ai le grand plaisir d'accueillir Martin Barnier, qui est derrière moi, qui est historien du cinéma, professeur des universités en études cinématographiques à l'université Lyon 2 Lumière. Et c'est la première fois qu'on l'accueille à l'Unipop, alors je voudrais vraiment le remercier d'avoir gentiment accepté... d'avoir accepté tout de suite notre invitation et d'être venu spécialement de Lyon. D'autant que cette soirée était prévue de longue date. Elle devait avoir lieu normalement pendant le confinement. Donc je remercie vraiment tous les intervenants de cette soirée, que ce soit les deux musiciens que je vous présenterai tout à l'heure, ou donc notre conférencier Martin, d'avoir fait en sorte de reporter leur venue et voilà, nous avoir permis de mettre en œuvre cette belle soirée à laquelle on tenait. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Martin. Encore un grand merci. Merci à tous d'être là. Belle soirée à tous. Merci Audrey, bonsoir. C'est bon pour le son? Vous m'entendez bien? Ok. Donc j'ai intitulé ma présentation Louis Brooks, puisque je vais juste essayer de vous résumer sa vie et parler donc particulièrement de certains des films qui sont devenus des films cultes par le fait même que Louis Brooks avait un rôle important dans ces films. Mais c'est une vie dans laquelle le cinéma finalement a eu une portion assez réduite par rapport à ce que cela aurait pu être, parce qu'elle a une carrière très très réduite, vous allez voir. Louis Brooks est né dans le Kansas le 14 novembre 1906. Dès l'âge de 4 ans, elle aime jouer la comédie et danser. Elle a habité dans des toutes petites villes. Alors, certaines des images que je vous montre sont pas toujours avec une très très haute définition, parce que je l'ai photographié moi-même sur certains livres qui sont des biographies de Louis Brooks, et du coup voilà, ce sont des documents un petit peu rares. Ce qui est assez intéressant quand on regarde justement les photographies qu'on peut trouver dans ces biographies, c'est qu'elle a déjà la coupe dite à la Louis Brooks, avec des guillemets, alors qu'elle a 5 ans. Et du coup, on peut remarquer que cette coupe de cheveux, c'est pas quelque chose qui va être créé par elle dans les années 20. On va l'assimiler finalement à la coupe à la garçonne. Il y a des noms différents, un carré, un bob, etc. Ou la coupe à la Louis Brooks. Et on va assimiler ça aux jeunes femmes des années 20. Parce que c'est vrai que Louis Brooks, d'une certaine façon, incarnait une certaine liberté féminine dans les années 1920 aux États-Unis. Mais en fait, on le voit, c'est sa mère qui lui coupait les cheveux comme ça quand elle avait déjà 5 ans. Son père est un avocat d'affaires et il va essayer aussi d'être juge, et il aura une carrière dans laquelle il sera surtout pris par son travail, il s'occupera très très peu de ses enfants. La mère, Myra, joue très bien du piano, et elle joue les compositions les plus récentes, même si ils sont dans des toutes petites villes du Kansas, et puis à Wichita, qui est une ville un peu plus grande, mais qui reste, c'est déjà dans l'état du Kansas, et Wichita s'est éloigné des plus grandes villes. Et en fait, elle joue du Debussy, du Ravel, du César Franck, mais aussi donc des compositeurs plus anciens, Bach ou Schubert. Et du coup, elle va transmettre l'amour du piano, de la musique, de la littérature. Et dans la ville de Wichita, Myra faisait des conférences sur Wagner ou sur Nijinsky, mais surtout, elle ne s'occupait pas de ses enfants. Elle disait, si les enfants peuvent jouer, ça veut dire qu'ils peuvent se débrouiller, et ils n'ont pas besoin de moi. Et ce qui l'intéressait, c'était la culture, c'était lire des ouvrages, c'était s'intéresser par des revues à ce qui se passait à Paris. Et donc, il y avait une fascination comme ça pour la culture, mais surtout, ce n'était pas une mère aimante qui s'occupait de ses enfants. Et donc, il y a aussi cet aspect-là qui est important pour comprendre, disons, des aspects affectifs dans la vie de Louis Brooks. Et donc, à partir de l'âge de 4-5 ans et jusqu'à ce qu'elle ait 15 ans, Louise a participé à de nombreux spectacles dans sa ville de Wichita. Alors, dans un des textes à la fin de sa vie, elle a écrit plusieurs textes. C'est une sorte
d'autobiographie, qui ont donné lieu à une publication comme une forme d'autobiographie. L'obstination de mes parents à cultiver leurs propres intérêts a aussi été une raison de mon autonomie précoce et de mon incapacité à me plier plus tard à l'esclavage des usines de films de Hollywood. Et donc, cette espèce d'indépendance que les parents ont forgée chez elle parce qu'ils ne s'occupaient pas d'elle et qu'elle devait se débrouiller toute seule, ont fait qu'elle avait cette habitude finalement de se débrouiller par elle-même. Il y a un autre événement qui est important et qui est terrible dans son enfance. À l'âge de 9 ans, elle est violée par un peintre en bâtiment qui était sur un chantier à côté, qui offrait des bonbons aux enfants pour les attirer. Et elle a donc subi ce viol. Quand elle en a parlé quelques années plus tard à sa mère, cette dernière lui a dit qu'elle a sûrement, elle, Louise, attiré ce type et que c'est de sa faute à elle. Et donc, faire reposer la faute sur cet enfant du fait qu'elle soit fait violer a sans doute été un élément traumatisant et marquant qui, d'après ce qu'a dit Louise Brooks à la fin de sa vie, peut expliquer aussi le fait qu'elle n'a jamais pu avoir une relation d'amour en fait avec des hommes qui soient stables, Elle a même dit à la fin de sa vie, alors qu'elle a connu beaucoup d'hommes, qu'elle n'a jamais aimé un homme, qu'elle n'a jamais été amoureuse, qu'elle n'est jamais tombée amoureuse. Donc ces événements-là, ces éléments-là peuvent expliquer des traits de sa personnalité, sans faire de psychologie de bazar, sur l'indépendance fondamentale de Louise Brooks vis-à-vis des producteurs, vis-à-vis de tout ce qu'on lui proposait, et même vis-à-vis des hommes aussi, et on le sent par cette enfance fracassée, par ce traumatisme à l'âge de 9 ans. Louise a suivi des cours dans des écoles de danse et elle devient semi-professionnelle dès l'âge de 10 ans parce qu'elle fait des spectacles des spectacles qui sont faits avec des danseurs professionnels et elle est parmi les enfants qui participent à ces spectacles. Et puis surtout, elle va voir un spectacle de la compagnie Dennis Shawn qui était la compagnie dans laquelle officiait Martha Graham. Martha Graham, c'est une des créatrices de la danse moderne. C'est vraiment l'américaine qui a impulsé ce qui va être la transformation de la danse. Au lieu de rester sur les ballets classiques, elle va proposer des formes chorégraphiques vraiment nouvelles. Donc elle voit cette grande danseuse en 1921 et elle rencontre les gens de la troupe, elle écrit plus tard à la troupe Dennis Shawn et elle va finalement être invitée à suivre des cours à New York. Elle a seulement 15 ans. Et ça ne l'effraie pas du tout. Et elle part à New York à 15 ans pour rentrer dans une compagnie de danse. Et la danse va être très, très importante pour la vie de Louise Brooks parce que finalement, avant d'être actrice, elle est danseuse. Après avoir été actrice, elle sera de nouveau danseuse. Et peut-être que sa manière de jouer, la gestuelle qu'elle va mettre au point et que vous verrez tout à l'heure dans les films muets, la grâce particulière qu'elle pouvait avoir devant la caméra, vient du fait aussi de cette connaissance de la danse. Alors, qu'est-ce que c'est la compagnie Dennis Shawn? C'est Ruth Saint-Denis qui est une des chorégraphes et danseuses principales, et Ted Shawn, et donc Dennis et Shawn, qui vont créer les noms de la compagnie, sont les deux personnes qui ont créé, qui s'occupaient de cette compagnie. Alors j'ai noté, elle contrôlait ses élèves, elle contrôlait leur lecture, elle voulait qu'elles aient une vie saine, qu'elles mangent correctement, qu'elles fassent régulièrement tous les exercices qui étaient demandés aux danseuses, etc. C'était un contrôle total. C'est même les bonnes mœurs de chacune des élèves danseuses étaient surveillées par Ruth Saint-Denis. Ted Shawn était un peu moins sévère et strict. Il était inspiré par les Amérindiens, par les chants Negro Spirituals. On peut dire qu'il était vraiment en avance sur les mentalités aux États-Unis à cette époque-là, et qu'il a créé des chorégraphies en s'inspirant justement des traditions amérindiennes
en s'inspirant des chants Negro Spirituals. Et ça a fait partie de cette transformation, bien sûr, de s'éloigner le maximum du ballet classique européen en utilisant ce qui était caractéristique des cultures populaires, soit amérindiennes, soit afro-américaines. C'est vraiment, Louise Brooks, elle se trouve là, à ce moment-là, au début des années 1920, dans ce qui est le moment de la création de la danse moderne. Et sur cette photo, on voit Louise Brooks en train de danser, donc elle a 15 ans, avec Ted Shawn, qui joue le rôle d'un chef amérindien dans une chorégraphie qu'ils avaient mis au point. Bon, le caractère de Louise Brooks, fait d'indépendance, comme je vous l'ai dit, également peut-être des souvenirs du trauma dont on a parlé, fait que ça va assez mal se passer au bout d'un moment avec Ruth Saint-Denis, qui impose de se coucher tôt, de ne pas boire d'alcool. Et depuis l'âge de 14 ans, Louise Brooks boit beaucoup d'alcool, aime beaucoup faire la fête, va s'échapper des cours de danse, et quand il y a des tournées, il y a des très longues tournées auxquelles elle va participer aux États-Unis et même jusqu'en Europe, elle fera la fête en s'échappant de l'hôtel et en partant s'amuser, des fois avec des jeunes hommes qui font partie de l'équipe technique, par exemple. Et ça, Ruth Saint-Denis l'interdit formellement, et donc il y aura de plus en plus de disputes. Mais elle peut voir de très près la très grande danseuse Martha Graham. Louise Brooks a dit « J'ai appris à jouer en regardant danser Martha Graham, j'ai appris à danser en regardant jouer Charlie Chaplin ». Et c'est ce jeu sur les paradoxes, très intéressant sur sa vision qu'elle avait du déplacement des corps dans les films de Chaplin. C'est ce que Nijinsky avait dit à l'époque aussi, Chaplin c'est le plus grand danseur. Et pour Louise Brooks, c'est pareil, cette idée de la maîtrise complète des déplacements corporels dans les films de Chaplin font que c'est comme des chorégraphies. Et quand Martha Graham, elle faisait de la danse, c'était une danse avec une expression corporelle qui fonctionnait justement avec une force d'explication finalement, de narration, qu'on était très loin du ballet classique et on était dans quelque chose qui lui permettait à Louise Brooks d'apprendre comme à jouer un jeu par le corps, ce qui va être très important bien sûr dans le cinéma muet. Donc voilà, ces moments-là, entre 15 et 17 ans, quand elle fait partie de cette compagnie, ce sont des moments d'apprentissage fondamentaux pour elle. Du point de vue artistique, c'est aussi un accomplissement. Elle n'était absolument pas impressionnée de danser en même temps que Martha Graham, d'être sur scène face à des foules nombreuses pendant les tournées qui étaient faites par cette compagnie de danse. Elle se produit donc en professionnel avec cette compagnie. Pendant la saison 1922-1923, 180 représentations dans 130 villes aux États-Unis et au Canada. C'était épuisant. La compagnie était tout le temps sur la route. Et Louise Brooks, du coup, avait, si vous voulez, aussi une fatigue d'une adolescente qui se retrouvait en train de, presque tous les soirs, faire des représentations. On la voit là. Sur cette image. Et au bout de 2 années, donc saison 22-23 puis saison 23-24, les tensions avec Ruth Saint-Denis vont aller jusqu'à une véritable explosion. Et donc au bout de la tournée 1923-1924, qui était épuisante également, Louise se dispute très fort avec Ruth Saint-Denis. Elle est renvoyée de la compagnie. Elle y a travaillé donc de 1922 à 1924, entre 15 et 17 ans. Mais quand elle était à New York, elle a rencontré certaines personnes, et notamment les sœurs Bennett. Donc là, les 3 photos que je vous ai mises sont les photos donc des amis de Louise, et particulièrement Barbara Bennett, mais Constance Bennett et John Bennett étaient aussi ses amis. Constance Bennett et John Bennett vont devenir des grandes actrices de cinéma hollywoodien. John Bennett notamment va jouer dans les films de Fritz Lang. Toute une partie des films de Fritz Lang, elle a été la maîtresse de Fritz Lang. Elle a créé une compagnie de production avec Fritz Lang à un moment, à la fin des années 40, début des années 50.
Alors Barbara Bennett, elle, n'aura jamais de carrière artistique, mais par contre, elle est très très proche de Louis Brooks. Et donc, le jour où Louis Brooks est viré de la compagnie, après une dispute avec Ruth Saint-Denis, parce qu'elle reproche à Louis Brooks d'avoir des relations sexuelles et de s'amuser et de boire de l'alcool, etc. Louis Brooks vient voir son amie Barbara, et Barbara lui dit « Je te trouve un travail dans l'après-midi ». Et donc, le jour même, effectivement, elle téléphone à certaines personnes, et notamment au grand producteur de shows, de spectacles de Broadway qui s'appelle George White, et elle fait immédiatement engager Louis Brooks dans un spectacle de Broadway. Donc, voilà, elle a eu une demi-journée de chômage, on pourrait dire, d'une certaine façon. Elle est engagée dans les George White Scandals. Elle a 17 ans et elle est danseuse, vous voyez, dans des tenues, on va dire, légères. Alors, c'est plus du tout la danse moderne, très intellectuelle, très réfléchie, avec tout un contexte si vous voulez, culturel très important qu'il y avait dans la compagnie Dennis Shaw. C'est vraiment le spectacle de Broadway qu'on va appeler spectacle de musical, si vous voulez, avec des girls qui défilent, avec des plumes, avec des robes semi-transparentes, comme on voit un peu ici, ou avec des tenues qui cachent assez peu le corps des danseuses. Et elle participe à ces spectacles. Alors, elle a déjà, elle a 2 ans de carrière de danseuse de danse moderne, ce qui fait que George White, tout de suite, va repérer qu'il peut lui donner des numéros solo. Alors, autant vous dire que les autres danseuses de la troupe vont détester Louis Brooks et qu'elle aura beaucoup de mal à se faire des amis, des copines dans cette troupe de danseuses. Et ça se passera pratiquement tout le temps comme ça. C'est-à-dire que dans la carrière de Louis Brooks, que ce soit sur les spectacles de danse ou plus tard dans les studios, elle n'a jamais vraiment réussi à avoir des copines. Tous les autres la prenaient pour une concurrente, pour quelqu'un qui allait leur piquer la place, être au devant de la scène, etc. Et comme elle n'a aucun problème avec la nudité, jusqu'à un certain point, on va voir, avec montrer son corps, etc., elle est très à l'aise, et aussi sortir le soir, après le spectacle, qui déjà finit tard, et passer la nuit avec des gens qu'elle rencontre dans les grands restaurants new-yorkais, et particulièrement des gens très riches qui aiment s'amuser avec les danseuses de music hall. Alors, parmi les gens qu'elle va rencontrer à cette époque-là, il y a notamment le producteur Walter Wanger. Walter Wanger va être un des grands producteurs de la Warner Brothers. Pour la Warner, il va produire notamment des films pendant la fin des années 30 et début des années 40 qui sont des films très importants, comme Casablanca par exemple. Il va avoir certains acteurs qui seront sous contrat grâce à lui, etc. Et Walter Wanger va être le premier à proposer à Louis Brooks. Donc, quand je dis elle le rencontre, elle fait la fête avec lui, etc., c'est un de ses amants. Hein, c'est un de ses amants à ce moment-là. Et il lui dit, il faut absolument que tu travailles dans le cinéma. Le cinéma est en plein développement aux États-Unis, en train de se... les grandes compagnies qu'on connaît encore aujourd'hui sont créées à ce moment-là. Ce qu'on va appeler le système classique hollywoodien, les 8 major companies, existent au cours des années 20, sont créées au cours des années 20. Donc, les 5 plus grandes compagnies, à la fin des années 20, RKO, qui est la dernière qui a été créée, Warner, Paramount, MGM et Fox, sont les 5 plus grandes compagnies. Dans ces compagnies-là, elle aurait pu trouver un contrat sans aucun problème. À ce moment-là, Walter Wanger travaillait à la Paramount et c'est Paramount qui va être la compagnie qu'elle va choisir. Mais bon, là, j'anticipe un tout petit peu. Et les 3 plus petites compagnies, qui étaient aussi des compagnies importantes et avec qui elle va parfois tourner, United Artists, qui a été créé par Chaplin, Douglas, Pickford et Griffith, Columbia Pictures et Universal, qui est une petite compagnie, contrairement à ce que son nom peut indiquer. Ces 3 compagnies-là, donc avec les 5 plus grosses dont je viens de vous parler, dominent le monde du cinéma, exportent partout dans le monde et au cours des années 20 sont donc
les compagnies les plus puissantes du monde, qui créent des stars, qui vendent l'image des stars à travers des journaux, des posters, des cartes postales, etc. Il y a tout un travail de merchandising très important sur l'image des stars. Donc c'est dans ce contexte-là que Walter Wanger lui dit « Tu sais très bien bouger sur scène, tu sauras très bien jouer dans les films, il faudrait que tu t'intéresses au cinéma. » Mais d'abord, elle se fâche avec les gens de George Weiss Scandals et elle est engagée par Ziegfeld. C'est encore au-dessus dans les différents théâtres de music-hall de Broadway, hein, les Ziegfeld Follies, et elle va jouer dans une des pièces de Ziegfeld qui s'appelle Louis XIV. Louis XIV. Hein, donc Louis XIV, hein, mais c'est version américaine à Broadway, à New York, avec des costumes très très kitsch qui ont beaucoup de, comment dire, qui ont très peu de ressemblance avec des vrais costumes de l'époque de Louis XIV. Bref. Et donc, elle participe, et encore, là, elle est ici, hein, elle fait encore, voilà, elle est la vedette dans des shows. Encore d'autres exemples, là, à 18 ans, elle devient en vedette dans la plus grande revue de New York, donc les Ziegfeld Follies, parce que l'autre avant revue, ça appartenait à Ziegfeld aussi, mais ce n'était pas aussi, disons, connu. Et dans les Ziegfeld Follies, là, donc, elle va avoir, vous voyez, des chapeaux de plumes extravagants, voilà, hein, vous voyez la taille des plumes qui sont sur la tête des danseuses. Elle devient amie avec Herman Mankiewicz, qui est un très grand scénariste, hein, qui va travailler notamment avec Orson Welles pour Citizen Kane, qui sera également producteur, enfin qui est vraiment quelqu'un de très important, pas encore à ce moment-là, mais commence à devenir important pour Hollywood, mais ici il est à New York. Il est critique théâtral aussi d'ailleurs à ce moment-là. Elle aurait écrit un jour où il était trop alcoolisé pour écrire, c'est Louise Brooks qui a écrit à sa place une critique qui a été publiée dans le journal sous le nom de Mankiewicz, alors que c'est elle qui l'a écrit. Mais ce qui montre aussi sa capacité, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une grande culture, elle a une soif de culture extraordinaire, elle lit continuellement, et donc elle a rien à voir avec la plupart des danseuses qui l'entourent ou les actrices qu'elle va rencontrer ensuite sur les plateaux ou les acteurs. Elle est considérée comme snob et intellectuelle. Et donc, ça sera assez mal vu à Hollywood. Elle est copine avec Humphrey Bogart, avec Charlie Chaplin, avec bien d'autres acteurs qu'elle rencontre à New York. Mais jusqu'à ce moment-là, elle n'est toujours pas vraiment intéressée par le cinéma. Avec Chaplin, elle a une relation amoureuse pendant 2 mois. Un été à New York, quand Chaplin est venu présenter son film Le Cirque, en 1925. Elle prend la vie comme elle vient, elle profite au maximum de la vie, elle a des relations sexuelles quand elle en a envie, avec qui elle a envie, et elle n'a pas d'attache réelle, et il n'y a jamais de véritable histoire d'amour qui se développe, mais elle croque la vie comme la caricature de la flapper. Flapper, c'est le terme qui est utilisé aux États-Unis pour dire en français la garçonne. C'est-à-dire la jeune femme indépendante américaine des années 20 et qui est donc aussi qui existe aussi à Paris dans les années 20, la garçonne, donc indépendante comme un garçon, qui boit, qui fume, qui sort, qui choisit qui elle veut comme amant, et donc cette espèce de modernité de la femme indépendante alors qu'elle a 17-18 ans, elle est incarnée par Louise Brooks avant même qu'elle devienne une icône cinématographique. Elle est déjà repérée comme ça dans les potins mondains, etc. Elle accepte de faire des photos de nu artistiques en 1925. Et puis finalement, elle regrette et elle fait un procès au photographe John de Mirjian pour interdire la diffusion. Alors là, on voit quelques-unes de ces photos qui ont finalement quand même circulé malgré sa demande. Voilà. Elle est encore mineure, hein. Elle n'a pas 21 ans, comme l'âge légal pour être majeur à ce moment-là aux États-Unis également. Elle interdit la diffusion parce qu'elle se rend compte que ça ne va pas être très bon pour son image, enfin quand même de temps en temps, même si elle se fiche un peu de tout, elle se rend compte que si elle veut avoir un contrat avec la Paramount et la Paramount va lui obliger à suivre certaines règles, bon, bah, ça sera un peu difficile. Donc, parce que ce sont des photos de nu intégral, comme vous voyez, voilà, qui sont artistiques quand même, on ne peut pas du tout qualifier ça de pornographique,
Mais c'est quand même extrêmement osé pour l'époque qu'une jeune femme qui soit, même si ce sont des danses avec des tenues légères, on va dire, c'est quand même pas des danses de nu. Et donc, voilà, le fait qu'elle ait accepté de faire les photos, ça montrait aussi un peu le goût du risque. Il y a un goût du risque très très clair chez Louise Brooks. Et puis, elle regrette finalement. Et puis donc, voilà, elle va faire interdire la diffusion plus ou moins. Elle devient déjà une célébrité. Elle sert de modèle pour des personnages de bande dessinée. Dixie Dugan, on voit vraiment le visage, la coupe de cheveux, etc. de ce personnage de bande dessinée qui va être publié dans les journaux pendant une vingtaine d'années. Elle touchera $0 sur ses publications et ça lui arrivera à de nombreuses reprises au cours de sa vie d'être pris comme modèle, son image est utilisée et jamais elle touchera quoi que ce soit. Et une grande partie de sa vie, elle va vivre dans la misère alors que ses films continuent de circuler, alors que son image continue d'être utilisée, alors que des photos circulent d'elle, etc. Donc là, on voit deux images tirées de cette bande dessinée Dixie Dugan. Et puis donc, dans les débuts de son contrat à la Paramount, en 1925, elle va, son premier film, elle a un petit rôle dans Le Roi des mendiants, le titre original de Street of Forgotten Men. Et vous pouvez remarquer ici que c'est Zukor et Lasky qui sont les directeurs de la Paramount. Ici, on ne voit pas son nom, hein, bien sûr, parce qu'elle a un tout petit rôle. Voilà, on voit une image du moment où elle apparaît. Donc elle commence par faire comme ceci des films avec des petits rôles et elle n'est pas intéressée par le cinéma, mais ça lui permet de payer des fourrures. Hein. Et elle est fascinée par les robes de couturier, tout ce qui peut être de la plus grande élégance qui vient directement de Paris, elle achète et elle dépense son argent comme ça. En plus des cadeaux qu'elle se fait faire par des admirateurs très riches, elle-même dépense son argent essentiellement dans des tenues très chères. Mais elle ne cherche pas des riches protecteurs, hein, entre guillemets. Alors beaucoup de ses copines, il y a une sorte de prostitution implicite des danseuses de Broadway avec des gens très riches qui leur offrent des tas de choses pour pouvoir coucher avec elles. C'est extrêmement clair et ça fait vraiment partie de la vie artistique, je mets plein de guillemets, de la 42e rue, de Broadway, de ces grands théâtres. Et elle est insaisissable. Hein. Elle est tout. Alors, quand elle voit quelqu'un qui lui plaît, elle lui saute dessus. Mais, homme ou femme d'ailleurs, elle a eu plusieurs relations homosexuelles, mais sans que vraiment on puisse dire qu'elle soit bisexuelle. Elle-même ne s'est jamais qualifiée comme ça. Elle a dit que non, qu'elle aimait bien fréquenter des femmes qui étaient lesbiennes, mais c'était juste pour s'amuser, pour que les gens croient que, et avec toujours beaucoup de provocation dans son attitude, très très provocative. Et donc, ce qui lui plaît quand elle discute dans les restaurants, etc., c'est la stimulation intellectuelle. C'est discuter de littérature, de Proust, de Nietzsche. Elle lit vraiment des grands auteurs et elle se distingue complètement des petites apprenties starlettes qui se trouvent également dans les studios de la Paramount. Elle commence à être vraiment connue du point de vue cinématographique avec ce film The American Venus, hein, la Vénus américaine, qui montre une sorte de, qui a été filmé pendant un concours de beauté de Miss Amérique hein, à Atlantic City en 1925. Elle devient l'archétype donc de la flapper dont je vous ai parlé, la garçonne. Et il y a un problème technique. Ah. D'accord, désolé pour les problèmes techniques, ce sont les inconvénients du direct. La garçonne, donc la jeune femme à la mode, qui fume, boit alors que c'est la prohibition. Je vous rappelle, à partir de 1920, le Volstead Act aux États-Unis, qui a été renforcé encore en 1922. Au début, il y avait juste des États qui étaient dits des États secs. Et ensuite, la prohibition s'est retrouvée sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Donc la vente d'alcool était totalement interdite. C'est l'époque, des estimations ont été faites, c'est l'époque où il y a eu le plus d'alcooliques aux États-Unis.
hein, pendant la Prohibition, parce que les gens buvaient n'importe quoi et c'était extrêmement dangereux et ça crée de la dépendance à l'alcool. Et bon, c'était assez terrifiant jusqu'à ce qu'il y ait l'élection de Roosevelt en 1933. Bref, donc pendant cette période de Prohibition, Louise Brooks, elle continue de consommer beaucoup d'alcool et elle symbolise donc les années folles. Les années folles, c'est le terme qu'on utilise en France pour parler des années 20, de cette après-Première Guerre mondiale, d'un moment de défoulement dans des fêtes, etc. Et aux États-Unis, on l'appelle the Jazz Age, puisque c'est le moment où il y a le développement du jazz de façon intense du point de vue... C'est aussi le développement de la radio. À partir de 1921-22, le territoire entier des États-Unis est couvert par des radios privées, et les radios vont diffuser les nouvelles musiques, dont le jazz. C'est le moment du développement du disque. Il y a déjà des gramophones à partir des années 1900 qui se développent, mais on va avoir des électrophones qui vont se développer à partir de 1925 et on va vendre des millions de disques. Donc, on associe aussi cette période au jazz, qui est la musique à la mode, qui fait danser les gens, parce que c'est le développement de cette musique-là dans les années 20, justement. Et donc, le style de vie de Louise Brooks, sa coupe de cheveux, ses vêtements, etc., tout ça, c'est le Jazz Age. Là, on la voit avec Adolphe Menjou. Elle participe, elle a un rôle important avec un film dans lequel Adolphe Menjou est la star, Au suivant de ces messieurs, A Social Celebrity, qui sort en mars 1926. Le réalisateur est Malcolm Sinclair. Quatrième film, un conte d'apothicaire, It's the Old Army Game. Elle est très contente parce qu'elle retrouve quelqu'un qu'elle connaissait depuis les Ziegfeld Follies, qui est W.C. Fields. Fields, qui est un comique américain très particulier, avec un humour très très noir, très très dur. Il répétait tout le temps qu'il détestait les enfants. Donc dans les films, on le voit régulièrement faire des gags où il donne des coups de pied à des enfants, etc. Il était très porté sur la bouteille aussi, donc il partageait ça aussi avec Louise Brooks. Ils étaient très très copains. Il ne s'est jamais passé quoi que ce soit en dehors du fait qu'ils étaient amis, mais il y avait une très très grande différence d'âge aussi. Mais elle aimait beaucoup W.C. Fields, donc elle était très contente qu'il participe à ce film. Le réalisateur est Eddie Sutherland. Et il faut retenir le nom de Eddie Sutherland car ça sera le premier mari de Louise Brooks. Un petit extrait de ce film. Alors, un film muet, bien sûr, hein, on est en 1926. Il y a déjà des systèmes avec un petit peu de sons qui sont possibles. Mais cet extrait de film qu'on peut trouver sur Internet, il est sous-titré Louise Brooks marche. Et on va voir Louise Brooks marcher. Elle est filmée dans la rue en train de marcher. Donc là, on voit. Alors, c'est assez sympa cet extrait, puisque donc on voit bien sa coupe de cheveux, son style, etc. Et il y a un type qui vient pour passer un télégramme, et puis il vient de la voir. Et donc là, il se passe quelque chose. Et elle aussi est très contente d'avoir rencontré son regard. Il y a beaucoup de jeux de cadrage et regardez-la marcher. Une démarche très très étrange, hein, d'ailleurs, presque une sorte de danse un peu. Voilà. Et puis, vous allez voir avec quelle discrétion elle essaye d'attirer le type qui la cherche partout dans la rue. Voilà. Bon, et puis finalement, ça ne va pas marcher là, à ce moment-là, mais il part du mauvais côté. Bref. Donc, ça, c'était In the Old Army Game. Elle va enchaîner les films en 1926 de Show Off, qui était lorsqu'il est distribué en France, il s'appelait Moi, tout simplement, du même réalisateur avec lequel elle a tourné auparavant Malcolm Sinclair. Et en juillet-août 1926, elle tourne un film de quelqu'un qui s'appelle Santel, Just Another Blonde. Cette fois-ci, c'est la Warner. Alors, Just Another Blonde, ça montre bien que ce n'est pas elle l'actrice principale, hein, puisqu'elle n'a jamais été blonde. Et du coup,
elle a plutôt des rôles secondaires dans la plupart des films. Alors j'ai noté échange entre Paramount et Warner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grandes compagnies américaines se passent les acteurs, les actrices contre, évidemment, ils sont en location. Hein. Ce sont comme des objets. Hein. C'est un catalogue dans lequel on pioche. Et voilà, ça me plaît. OK, je le prends. Combien tu me payes? Et donc là, Paramount loue Louis Brooks. Alors, je ne sais plus quel était son salaire à ce moment-là. Peut-être dans les $1000 par semaine, quelque chose comme ça. C'était un assez bon salaire pour des acteurs, disons, pas les plus grandes stars. Quand elle va louer Louis Brooks à la Warner, la Paramount va demander $2000 par semaine. Hein. Et donc, elle va gagner comme ça, évidemment, toujours payer Louis Brooks $1000 et gagner $1000 en la louant. Alors, c'est le système des studios à cette époque-là. Et donc, pendant le tournage de juillet 1926, un jour, elle va voir le réalisateur et elle dit « Monsieur Santel, j'aimerais bien avoir un peu de temps libre aujourd'hui, je veux aller me marier. » Voilà, et sans plus de cérémonie que ça. C'est-à-dire qu'elle part pendant une demi-journée, elle retrouve Eddie Sutherland, un autre réalisateur, qui vient, lui, de Hollywood et qui vient pour le mariage à New York. Puis, lui, il repart sur son tournage à Hollywood et elle repart sur son tournage à New York. Et en fait, avec Eddie Sutherland, ils ont été mariés, mais ils se sont très très peu vus. Hein. Pendant toute la durée de leur mariage, tous les deux ont eu des tas d'aventures en dehors de leur mariage et on a à peu près compté qu'il y avait quelque chose comme 15 jours où ils ont vraiment vécu ensemble, mais le reste du temps... Octobre 1926, première couverture d'un grand magazine de cinéma, le Motion Picture Classic. Elle devient donc une icône à 19 ans. Le merchandising, l'utilisation de l'image des stars, c'est fondamental pour créer ce qu'on appelle la persona, hein, pour vendre la star, pour faire parler de la star même entre les films. Et donc c'est ce qui se passe ici quand on met son image en couverture. Le 7e film de Louis Brooks s'appelle Love Them and Leave Them, qu'on peut traduire par Aimez-les puis virez-les. Hein. Traduit en français beaucoup plus poliment par Le galant étalagiste. Le réalisateur, c'est Frank Tuttle et ça sort en décembre 1926. Et donc, on la reconnaît vraiment très, très bien grâce à sa coupe de cheveux et puis ses robes un peu comme en soie, assez brillantes. Louis Brooks a 20 ans, fin novembre 1926. En 1 an et demi, elle a fait 7 films, essentiellement à la Paramount. Parfois, elle s'est amusée, mais la plupart du temps, elle joue tout en ayant l'esprit ailleurs. C'est ce que les gens disent de son attitude. Elle n'a pas du tout envie, elle ne se donne pas du tout à fond dans le jeu d'actrice. Elle s'est mariée, mais en 6 mois, le couple a passé moins de 10 jours ensemble. Et elle n'est pas retenue finalement pour la première version des Hommes préfèrent les blondes, la version de 1927. Vous savez que dans Les Hommes préfèrent les blondes, il y a une femme très brune et une blonde, ça sera Marilyn Monroe et Jane Russell qui joueront ça dans les années 50. Mais là, elle aurait dû jouer normalement, finalement, elle n'a pas été prise. En 1927, 4 films avec Louis Brooks, Un homme en habit, Frères ennemis, Now We're in the Air, hein, maintenant on est dans les airs, c'est un film d'aviation, mais enfin ça peut avoir des sous-entendus, et La cité maudite, The City Gone Wild. Et à cette époque-là, elle devient donc une personnalité de la fête hollywoodienne, même si elle préfère nettement être à New York, mais quand même de temps en temps elle est à Hollywood. Et quand elle est à Hollywood, en Californie, elle devient copine avec Marion Davies. Marion Davies, c'est la maîtresse officielle de William Randolph Hearst, le magnat de la presse, l'homme le plus riche des États-Unis ou un des hommes les plus riches des États-Unis, qui s'est fait construire un immense château en faisant venir tous les morceaux d'Europe. Donc il y a un petit bout de chapelle romane, il y a des morceaux d'église espagnole, il y a un bout de château Renaissance, etc. C'est une espèce d'ensemble kitsch assez fascinant, qui a été pris comme modèle pour le film Citizen Kane. Donc si vous voyez Citizen Kane d'Orson Welles, 1941, vous avez une petite idée de comment a été construit le château et aussi de ce qu'était la vie de William Randolph Hearst. Dans Citizen Kane, il est amoureux d'une chanteuse d'opéra qui est une très mauvaise chanteuse, alors qu'en fait, dans la vraie vie, Hearst était amoureux de l'actrice Marion Davies. Donc elle devient copine avec Marion Davies, elle va dans des fêtes dans le château San Simeon,
la propriété de Hearst. Elle va également dans la maison sur la plage, c'est comme ça qu'elle était décrite, petite maison sur la plage, hein, juste une quarantaine de chambres, hein, pas plus, de Marion Davies. Là, elle noue des amitiés féminines, notamment avec Peggy Lederer, qui est très connue comme étant une des jeunes femmes lesbiennes qui s'amusent comme ça dans l'entourage de Marion Davies. Et donc, elle a une histoire, j'allais dire une histoire d'amour, mais elle dit qu'elle n'a jamais eu voilà, une relation, en tout cas, sexuelle avec Peggy Lederer brièvement. Février 1927, elle fait la couverture du plus grand magazine de cinéma Photoplay aux États-Unis. Plus grand magazine qui est un fan magazine, qui est un magazine pour les fans de cinéma. Et ça, c'est une reconnaissance du point de vue de la star. C'est vraiment une icône quand elle est en couverture de Photoplay. Au cours de la saison 27-28, on lui demande aussi de faire de la publicité pour les savons luxe, les sacs Wickers, des robes. Et elle reçoit, fin 1928, elle est au niveau de 2000 lettres de fans par semaine. Alors ça, c'est très important pour les producteurs. Hein. C'est le niveau auquel on peut s'attendre que la star puisse être pour attirer les gens dans les salles de cinéma. Donc là, elle est très très bien traitée par les producteurs si elle reste à 2000 lettres de fans par semaine. Au cours de la saison 27-28, elle devient également la muse de grands photographes américains avec des images qui vont la rendre célèbre, notamment l'image du milieu, là où elle est de profil avec ce collier de perles. Donc Ritchie, Steichen, par exemple, l'ont photographiée. Cette photo aussi devient très célèbre. Vous pouvez trouver ces photographies sur carte postale toujours aujourd'hui. Elle est reproduite en poster, etc. Même avec des réalisateurs comme Howard Hawks ou William Wellman, deux des plus grands réalisateurs américains des années 20 et 30, Louise Brooks n'est pas attirée par son métier. Donc elle participe à des films comme Une fille dans chaque port de Howard Hawks, 1928, où elle a un rôle encore plus important dans Les mendiants de la vie, Beggars of Life, de William Wellman, 1928, où elle est déguisée en garçon parce que elle a tué quelqu'un au moment où elle se faisait violer. Donc il y a des choses aussi qui rappellent un peu le trauma qu'elle avait vécu. Elle a un rôle très important, mais elle déteste la façon dont on oblige les acteurs. C'est du bétail. Hein. À Hollywood, très souvent, on ne les considère pas du tout. C'est juste pour attirer un maximum de public. Et donc, tout ça fait qu'elle ne se sent pas bien, en fait. Fin 1928, exactement en juin 1928, il y a la décision qui a été prise, mai-juin 1928, la décision a été prise à la suite de ce qui s'est passé au niveau de la Warner et de la Fox, de faire du cinéma parlant, d'arrêter le cinéma muet. Donc à Hollywood, il y a le passage au parlant, mais elle s'en fiche complètement. Elle a tourné The Canary Murder Case, qui est une espèce de film policier, version muette. Et les studios ont décidé de faire revenir les acteurs pour faire des prises supplémentaires avec de la post-synchronisation pour rajouter des paroles sur quelques séquences. C'est des films, à ce moment-là, en 28, c'est des films 30% parlants, 50% parlants. On n'a pas encore du 100% parlant. Et donc, elle s'en fiche. Elle a une autre idée en tête, elle préfère partir avec un amant plutôt que retourner à Hollywood. Et j'ai mis entre parenthèses, ça ne plaît pas au studio. Et en fait, elle va pratiquement être blacklistée, hein, c'est-à-dire que les producteurs disent, on n'a pas confiance en elle. On peut pas, on dit, reviens, fais des prises supplémentaires, il est sous contrat, il doit revenir. Mais elle s'en fiche. Voilà. Et donc cette capacité à être totalement indépendante. Et au point où elle part en Europe. Aucune actrice américaine ne fait ça, et même les actrices européennes, ce qu'elles font, c'est qu'elles partent d'Europe vers les États-Unis. Marlène Dietrich, en 1930, va partir aux États-Unis. Greta Garbo, depuis 1925, est devenue une star aux États-Unis, est partie de Suède. Marlène Dietrich va partir d'Allemagne. Eh bien, elle fait le contraire. Elle fait le contraire de tout le monde. Elle part des États-Unis pour aller en Allemagne. Alors, elle a un nouvel amant qui est un homme d'affaires qui s'appelle George Marshall, qui lui propose de partir avec elle et d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe. Mais elle va aussi avoir un contrat avec Pabst qui va attendre parce que pour lui, c'est Loulou qui est incarné dans cette jeune femme américaine qui est pourtant pas connue en Europe, mais il dit c'est elle, c'est Loulou. Et vous verrez tout à l'heure sur cet écran le film Loulou, Die Büchse der Pandora, la boîte de Pandore, qu'elle va tourner à Berlin.
elle a 22 ans, elle tourne alors ses 3 meilleurs films de toute sa carrière en Europe. C'est grâce à ces 3 films-là, surtout 2 d'entre eux qui sont réalisés par Pabst, qu'elle est encore connue aujourd'hui, qu'il y a eu des rétrospectives Louise Brooks, qu'il y a eu des cinémathèques qui se sont intéressées à elle. Pas par ses films américains, mais par ses films européens. Qu'est-ce que c'est le contexte à ce moment-là du cinéma allemand? C'est le 2e cinéma du monde en nombre de films produits. C'est peut-être le premier au niveau artistique, parce que beaucoup de films sont très très intéressants, vraiment dans tous les genres cinématographiques. L'expressionnisme, le Kammerspielfilm, la nouvelle objectivité, die Neue Sachlichkeit, ce sont des styles cinématographiques aussi bien du côté du réalisme que du film de monstre. Ici, on voit un exemple avec Nosferatu. Dans Metropolis, vous avez La femme robot, donc grand film de Fritz Lang. Le dernier des hommes, vous avez au contraire une forme de réalisme très très poussé. Le Docteur Mabuse, là on est du côté du fantastique. La rue sans joie avec Greta Garbo, un film de Pabst, on est du côté du réalisme même sordide, très, très provocateur puisqu'il parle de la prostitution. Eh bien tout ça, ça intéresse Louise Brooks parce qu'elle sent que là, il y a un développement artistique. Donc Loulou, la boîte de Pandore, Die Büchse der Pandora, c'est une des adaptations de la pièce de Wettkin, un écrivain de théâtre allemand. Wettkin disait « Lulu ou Loulou n'est pas une personne réelle, mais la personnification de la sexualité primitive qui provoque le mal sans en avoir conscience. » Et donc, elle fait un film dont elle sent très bien qu'il est très provocateur, ça lui pose aucun problème. Tous les autres acteurs du film la détestent, parce qu'elle est d'une liberté totale, et c'est exactement ce qui... je ne vais pas du tout dévoiler le film, mais il y a cette espèce d'innocence complète du personnage de Loulou, alors que tout ce qu'elle déclenche peut aller vers la destruction. Et donc, il y a une forme d'innocence, mais au milieu comme une sorte de destruction. On voit le regard qu'elle utilise sur ces images, et vous verrez ça dans le film tout à l'heure. Brooks apprécie Pabst, le réalisateur. Et lui, il est époustouflé par Louise, par ses qualités de danseuse. Mais comme je vous ai dit, tous les autres acteurs qui ont des rôles plus négatifs reprochent à Louise d'être en retard sur le tournage, de se bourrer la gueule tous les soirs, d'avoir la gueule de bois le lendemain. Et elle, pendant ce temps-là, elle continue ses lectures. Elle lit Schopenhauer, Proust. Entre 2 prises, elle lit Nietzsche. Sur le plateau de tournage, et Erich Maria Remarque, etc. Et donc, elle est complètement à l'opposé de l'image qu'on a d'une jeune actrice américaine qu'on suppose écervelée, etc. Début 1929, Louise Brooks repart à New York, mais elle refuse les offres de la Paramount et de RKO, 2 des plus grands studios. Elle revient en Europe pour un projet de film en France. Et finalement, alors elle commence un tout petit peu, le film va se faire finalement, mais avec un décalage, mais elle se rend à Berlin, elle fait le 2e film avec Pabst, le journal d'une fille perdue, Das Tagebuch einer Verlorenen, qui raconte une histoire tragique d'une jeune femme qui se fait abuser, puis qui se retrouve prostituée, mais qui arrive à avoir une liberté quand même dans toutes ses contraintes. Les 2 films de Pabst vont être coupés dans la plupart des pays, vont être censurés, vont être interdits, vont être ignorés. En plus, ils sortent au moment où le cinéma muet est en train de disparaître, 1928-29, le parlant est en train de capter l'attention, et à ce moment-là, on ne se rend pas tellement compte, à part quelques personnes, de l'importance de ces films. À l'automne 1929, elle tourne finalement le film Prix de beauté en France, sur une idée de René Clair, grand cinéaste français, mais réalisé par un Italien, Augusto Genina, et avec à l'image le grand chef opérateur allemand Rudolf Maté. Et c'est un film qui est très intéressant aussi, très réussi, avec plein d'aspects réalistes. C'est un film parlant. Elle est doublée, et voilà. Mais ça pose pas de problème. Le film est très intéressant. Elle a plus de contrat, etc. Novembre 1929, à 23 ans, elle rentre à New York. Elle ne tourne plus aucun grand film. Elle refuse d'être abusée par Harry Cohn, le directeur de la Columbia Pictures. Elle dit qu'il la convoquait dans son bureau et il se baladait torse nu devant elle et il lui faisait comprendre qu'il fallait qu'elle couche avec lui pour avoir un rôle. Et elle refuse continuellement et finalement, elle va tourner dans un tout petit film, toute petite production, qui est un court-métrage comique qui est réalisé par Fatih Arbuckle,
qui lui aussi est un acteur déchu, hein, qui a été accusé de viol alors que c'était faux, mais à la suite de ça, son image a été totalement détruite et depuis, il est devenu réalisateur sous un pseudonyme. Mais il n'arrivera jamais à vraiment bien s'en sortir. Donc elle tourne ce petit film. Elle réussit aussi à tourner un film pour la Paramount, mais avec un tout petit rôle, alors qu'elle avait un statut de star à la Paramount. Et à ce moment-là, elle déjà, vous voyez sur cette image, elle a plus de franges. Et donc finalement, elle casse elle-même son image. Ce qui aurait pu continuer à la rendre célèbre, à faire qu'elle soit reconnue facilement, elle l'enlève, elle détruit son image de flapper. Donc elle n'a plus cette frange et cette coupe de cheveux qui était caractéristique, qu'on appelait la coupe à la Louise Brooks. Elle tourne dans un film de la Warner, God's Gift to Woman, pareil, un tout petit rôle seulement. Elle refuse des rôles importants comme Public Enemy de William Wellman. Le rôle est repris finalement par Jean Harlow, qui est une blonde décolorée célèbre dans les années 30 aux États-Unis, et qui va rendre Jean Harlow célèbre, qui va lancer sa carrière. Ça aurait pu relancer la carrière de Louise Brooks aux États-Unis. Mais pourquoi elle a refusé? Parce qu'elle préfère s'amuser avec son amant, qui n'est pas terrible en plus, hein, mais bon, George Marshall à New York. Elle répète une comédie musicale à Broadway, Louder Please. Elle se dispute avec les gens, elle est renvoyée 12 jours avant la première. Donc là, sa carrière, on voit très bien, avec son caractère super indépendant, mais aussi très très dur et intransigeant et sans accepter des rôles qui pourraient quand même, qui auraient pu l'aider, bien, ça se passe mal de plus en plus et elle va être blacklistée. En mai 1932, il y a 12 millions de chômeurs aux États-Unis, elle a trop de dettes et elle se déclare en faillite. Et donc, elle ne peut plus rembourser quoi que ce soit. En octobre 1933, elle épouse un millionnaire. Alors, ça n'a pas de lien de cause à effet. Elle ne lui a jamais demandé d'argent. Elle est d'une indépendance intégrale. Hein, et elle accepte parce qu'elle tombe amoureuse de... Enfin, non, elle ne tombe pas amoureuse. Mais elle a une relation affectueuse avec ce type qui a quand même une tête de vampire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez terrifiant. Donc, c'est son deuxième mari. Et donc, elle fait un duo de danse avec lui. Hein, ce type, apparemment, donc, malgré sa tête, est un bon danseur. Et donc, elle fait pendant... Le mariage dure 6 mois. Elle va partir, elle lui laisse un petit mot en disant « c'est fini ». Ils vont divorcer seulement en 1938, mais en fait, voilà, ça va durer 6 mois. En 1934-35, elle crée un autre duo de danse, Dario et Louise. Et là, on voit qu'elle est dans des petites villes américaines, elle fait des petites tournées et c'est plus du tout une star. Elle va quand même retourner à Hollywood, elle reste habitée à Hollywood pendant un moment, alors qu'elle était à Chicago quand elle était mariée avec le millionnaire là. Et elle obtient en 1936 un contrat avec Universal, $300 par semaine. Alors, ça lui permet de vivre, hein, mais c'est rien par rapport à ce qu'elle gagnait auparavant. Elle fait le tournage d'une semaine d'un petit western, Empty Saddles. Donc, $300 par semaine, mais une semaine seulement. Donc, c'est terrifiant, en fait. Elle va être dans de plus en plus de difficultés. 1937, un petit rôle dans un film de pardon, c'est un Français, il s'appelle Robert Fleuret, mais qui est réalisateur aux États-Unis. King of Gamblers. Elle a un rôle encore plus réduit dans Le cœur en fête, When You're in Love. Et en fait, ce sont des rôles dans lesquels, vous voyez ici, elle danse en fait. On la reprend parce qu'elle a cette capacité de danseuse. Son dernier film, le 18e épisode d'un serial de 55 minutes, un western moderne avec des avions et avec John Wayne. Mais John Wayne, à ce moment-là, tourne dans des petits westerns. C'est avant qu'il fasse La Chevauchée fantastique avec John Ford. Donc, c'est des films de moins d'1 heure, des serials, c'est-à-dire on les passe en première partie de programme pour que les gens restent ensuite pour voir un deuxième film qui est le grand film. Ce sont des films en série, c'est-à-dire qu'il y a une suite, et puis une autre suite, etc. Bon, ça lui permet de vivre un petit peu pendant un moment. Mais elle a 32 ans et finalement, elle quitte définitivement Hollywood. Elle a joué dans 17 films muets et 8 parlants. Voilà, c'est ça, sa carrière hollywoodienne. Donc, pour terminer, qu'est-ce qui se passe après Hollywood, après le cinéma, pour Louise Brooks? Elle revient chez ses parents à Wichita. C'est pas très facile à vivre quand on a plus de 32 ans. Elle gagne sa vie en créant une petite école de danse
mais c'est pas terrible non plus. Donc là, on la voit avec ses parents. On voit sa nouvelle coupe de cheveux. Là. On est en 1940-43. Elle survit ensuite à New York de 1943 à 1956 avec des tout petits boulots. Elle a été vendeuse dans un grand magasin. Elle a même été escort girl. Donc finalement, elle tombe dans une forme de prostitution. Elle a été voix à la radio. Elle est alcoolique et suicidaire pendant cette période. À un moment, elle va rencontrer un prêtre. Elle se convertit au catholicisme. Ça va un peu l'aider à un moment. Elle peint 12 tableaux. Tout d'un coup, elle a une espèce de révélation pour la peinture, mais elle s'arrête à 12 tableaux. Elle tente aussi d'écrire des articles, des mémoires. Un ancien amant va l'aider jusqu'à la fin de sa vie. Il s'appelle William S. Paley. Il est propriétaire de la radio. Il est un des créateurs de la radio CBS, Columbia Broadcasting System. Donc, il va lui donner $200 par mois depuis 1950 jusqu'à sa mort. Et il lui dira... Je ne te donne pas ces $200 par charité, je veux que tu écrives, je te paye parce que tu es une grande créatrice, romancière, potentielle, tu es une grande écrivaine, tu vas pouvoir écrire. Et en fait, ça va l'aider, ça va la sauver du suicide, ça va la sauver aussi d'être expulsée de son appartement, tout simplement. Et un conservateur de films à la George Eastman House de Rochester. Rochester, c'est là où il y a Kodak qui s'est installé. Et il y a une des grandes cinémathèques du monde, toujours aujourd'hui, qui est à Rochester. Et donc, un cinémathécaire, James Card, va retrouver Louis Brooks à New York, parce que les films de Louis Brooks passent dans les cinémathèques. Les gens sont fascinés dans les cinémathèques par ces films. Et il va la retrouver et il lui dit, il faut venir à Rochester. Ça, je vais vous aider, vous allez sortir de l'alcool, vous allez... Et il l'emmène finalement en Europe où elle va être acclamée dans les cinémathèques et elle va écrire dans les revues de cinéma. Et Henri Langlois est fasciné par Louis Brooks. Il dit en anglais, quand il a fait des conférences, « There is no Garbo, there is no Dietrich, there is only Louis Brooks ». Il n'y a pas de Garbo, il n'y a pas de Dietrich, il n'y a que Louis Brooks. On fait des documentaires sur elle, notamment Richard Leacock, c'est un grand documentariste, en 1974. Elle vit recluse, elle sort une dernière fois de chez elle pour voir une exposition de photographie. On la voit ici jeune sur la photo que je vous ai présentée tout à l'heure, et puis donc âgée en train de visiter cette expo en 1979. En 1982, elle publie ses mémoires qui sont les articles qu'elle avait publiés dans des revues sous le titre « Lulu in Hollywood », Lulu à Hollywood. Elle meurt en 1985 à 78 ans. Elle a eu quand même une reconnaissance à la fin de sa vie sur sa carrière passée. À partir des années 60, il y a eu cette redécouverte par des cinémathécaires. Elle a fait l'objet d'un véritable culte. On lui rend hommage dans des films, dans des bandes dessinées. Regardez la coupe de cheveux de Sabine Azema dans Mélo de René en 1986. La bande dessinée Valentina de Guido Crepax à partir de 1968, qui est une bande dessinée un peu érotique, et elle est le personnage principal. Godard demande à Anna Karina d'avoir la coupe de Louis Brooks dans Vivre sa vie en 62. Lio, photographié par Pierre et Gilles, a une coupe à la Louis Brooks. Cabaret de Bob Fosse, Liza Minnelli s'est inspirée de Louis Brooks pour créer son personnage. Dans Something Wild de Jonathan Demme, le personnage se fait appeler Loulou et reprend la coupe de Louis Brooks. Et ici, vous avez la version, un autre film de Jonathan Demme, La mort lui va si bien, où c'est plutôt la version plus tardive de la coupe de cheveux de Louis Brooks par Isabella Rossellini. Voilà, pour finir ma bibliographie, et là on voit Louis Brooks photographié en train de bouquiner sur un tournage, mais enfin c'est une photo où elle pose. Donc vous avez Louis Brooks, Lulu Forever, une biographie. Roland Jacquard avait écrit un livre Portrait d'une flapper. Il y a eu plusieurs éditions différentes. Il y a le livre écrit par Louis Brooks elle-même, Lulu in Hollywood, et il y a la biographie de Barry Paris qui s'appelle Louis Brooks tout simplement. Voilà. Merci de votre attention.